That's the problem. That's the core issue. We don't have a hard target. They want to know how deep, how big, how wide, how much disruption. Oak Island a franchi un point de non-retour. Pendant des années, l'emplacement de son trésor a constitué le plus grand mystère d'Amérique du Nord. Des dizaines de théories, d'innombrables forages et des millions dépensés à la recherche d'indices qui n'ont jamais abouti. Mais aujourd'hui, tout a changé. Marty Lagina a réalisé ce que beaucoup jugeaient impossible. Il a localisé le trésor de 300 millions de dollars à un endroit précis. Ce n'est ni une théorie, ni une supposition. C'est une cible confirmée qui concorde avec des documents historiques, des relevés souterrains et des découvertes que l'équipe a gardées secrètes pendant des années. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. C'est le moment où des décennies d'impasse prennent soudainement tout leur sens. Une révélation qui oblige l'équipe à revoir entièrement ses certitudes sur Oak Island. Si ce site confirme les indices, Oak Island entrera dans l'histoire. La quête prendra enfin fin. Pour suivre l'évolution de cette découverte, abonnez-vous et likez notre vidéo. Nous approchons des 20 abonnés et vous serez témoin de ce moment historique. Le matin où Marty Lagina arriva à Oak Island avec ses nouvelles découvertes, l'île entière sembla retenir son souffle. Non pas les vents violents et incessants que l'équipe avait combattus toute la saison, mais un calme étrange, comme si l'île l'attendait. Il se déplaçait avec une détermination tranquille et précise que même Rick remarqua dès qu'il sortit du camion. Il y avait dans son regard une sorte de certitude indicible, comme s'il n'était pas venu chercher. Il était venu confirmer quelque chose. Rick avait travaillé aux côtés de son frère pendant des années, l'ayant vu aborder chaque problème avec une précision méthodique. Mais là, c'était différent. Marty ne marchait pas comme quelqu'un qui poursuit une théorie. Il marchait comme quelqu'un qui savait déjà où la vérité était enterrée. Un épais brouillard matinal recouvrait le marais, descendant en nappes lentes et lourdes qui étouffaient les sons et conféraient au lieu une atmosphère presque ancestrale. Il s'accrochait aux bottes de Marty, tandis qu'il s'approchait du cœur du marais, la brume s'enroulant autour de lui comme si l'île elle-même refusait de dévoiler ce qu'il s'apprêtait à leur montrer. Rick le suivait d'un pas, observant son frère étudier des cartes topographiques datant de plusieurs décennies, des cartes que Rick avait contemplées pendant la moitié de sa vie, des cartes sur lesquelles reposait tout l'héritage d'Oak Island. Pourtant, Marty les examinait comme s'ils étaient écrits dans une langue ressuscitée d'entre les morts. Il suivait du doigt les lignes ténues et ignorait les plus saillantes. Il s'attardait sur les zones ombrées que la plupart des chercheurs négligeaient. Et chaque fois que son doigt se posait sur un détail, Rick ressentait une pression familière dans sa poitrine. La même sensation qu'il avait éprouvée les nuits où il avait cru qu'ils étaient au bord du précipice. Pour la première fois depuis des années, l'île ne lui paraissait ni endormie, ni silencieuse, ni obstinée. Elle semblait vivante, comme quelque chose qui sommeillait sous la vase. L'eau et la pierre avaient enfin entendu l'arrivée de la bonne personne. La promesse qui avait hanté des générations, le trésor murmuré de 300 millions de dollars, le coffre-fort secret dont on parlait tant, n'avait plus rien d'une légende. Tout semblait à portée de main. Trop près, Marty s'agenouilla près du centre du marais, enfonça ses doigts gantés dans la terre humide et hocha la tête, comme pour confirmer une intuition. Puis il fit signe à l'équipe de s'approcher. Dès que son appareil a émis un signal, le changement a été instantané. Une légère distorsion est apparue sous l'œil du marais, subtle, presque fantomatique, mais indéniablement présente. Rick fronça les sourcils. Il avait déjà vu de faux signaux, des anomalies, des dysfonctionnements du sonore. Mais ça, c'était différent. Quelque chose de plus profond. Marty a ajusté la fréquence et une image plus nette est apparue. La densité du sol ne correspondait pas à la compression naturelle du marais. Cela ne correspondait pas aux couches de sédiments naturels. Cela ne correspondait à rien de ce qui devrait se trouver sous une zone humide naturelle. Au contraire, cela correspondait à la signature d'une chambre délibérément compactée. Un sol tassé, stratifié et façonné il y a des siècles. Rick eut le souffle coupé, et avant que quiconque puisse dire un mot, Marty balaya à nouveau la zone avec le sonore. C'est alors que l'écran s'illumina, révélant la forme qui glaça tout le monde. Des arêtes parfaitement droites, des angles symétriques, un vide qui ne s'amincissait pas et ne se tordait pas comme une grotte ou une poche d'érosion. C'était de la géométrie. Precise. Contrôlée. Intentionnelle. La voix de Marty se fit plus rauque, presque un murmure. Ce n'est pas naturel. Quelqu'un a construit ça. L'équipe a échangé des regards. Pas de l'excitation débridée, pas de l'incrédulité. Quelque chose de plus profond.
Car en toutes ces années de recherche, tous ces faux départs, toutes ces enquêtes pleines d'espoir qui n'ont mené nulle part, rien, absolument rien, n'avait jamais paru aussi net, aussi délibéré. Ce n'était pas un indice, ce n'était pas une possibilité, c'était un plan. Rick s'approcha de l'écran, la mâchoire serrée, les mains tremblantes. Il n'observait pas une anomalie quelconque, il dévisageait un plan, le plan d'un abri anti-atomique. Le genre de chambre artificielle qu'on ne construit que pour dissimuler quelque chose d'incroyablement précieux, dangereux ou susceptible de bouleverser le monde. Quelque chose qu'il fallait protéger de générations de chercheurs. Les yeux de Marty pétillaient d'adrénaline et de certitude absolue. « C'est le cœur de l'île », a-t-il déclaré. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une simple supposition. C'est un fait, mais il n'en avait pas fini. Il commença à consulter des schémas templiers archivés sur sa tablette. Des plans d'entrepôts datant du 14e siècle, des schémas de chambres fortes souterraines, des systèmes de chambres escamotables et des tunnels de dérivation. Puis il a superposé les scans du marais d'Oak Island. Les formes correspondaient, les angles correspondaient. Même les mesures du vide étaient si précises que Rick n'avait aucun doute. Il expliqua comment les caveaux des Templiers au Moyen Âge utilisaient souvent de fausses couches de sédiments pour dissimuler les entrées, notamment lorsqu'il s'agissait de cacher des trésors à l'étranger. Ils aménageaient des chambres compactes sous un sol humide, car l'humidité préservait le bois, ralentissait sa décomposition et dissuadait les fouilles illégales. Rick se souvint soudain d'une histoire que leur père leur avait racontée. Un récit étrange, à moitié ivre, transmis de génération en génération dans leur famille, à propos d'un nid souterrain sous le marais. Un lieu que les vieux chasseurs de trésors croyaient recelé. Ils l'avaient toujours considéré comme une légende, un mythe destiné à effrayer les enfants. Mais à présent, face aux données de Marty, il comprit que ces rumeurs étaient peut-être plus proches de la vérité qu'on ne l'avait imaginé. Marty poursuivit sa route, consultant la carte des itinéraires des Templiers de Nouvelle-Écosse, celle que les historiens avaient toujours considérée comme erronée. Il montra du doigt une borne manquante près d'Oak Island, une borne longtemps attribuée à une erreur de cartographie. Mais lorsqu'il aligna ce symbole manquant avec ses nouvelles coordonnées, tout s'imbriqua parfaitement. Angles des tunnels, emplacement des chambres, situation du marais. Chaque détail s'intégrait à un plan resté inaperçu pendant des siècles. Puis, il fit une révélation qui changea tout. Cette chambre n'était pas seulement destinée à contenir de l'or. Il expliqua qu'il s'agissait d'un dépôt, d'un sceau, d'un lieu destiné à protéger des documents, voire des artefacts qui n'auraient jamais dû être découverts, à moins que quelqu'un ne comprenne le code. Rick fixa son frère. S'il avait raison, il ne s'agissait pas simplement d'un trésor de 300 millions de dollars. Il se trouvait au-dessus d'un coffre-fort capable de réécrire l'histoire de l'Amérique du Nord. Un coffre-fort conçu avec soin, construit avec précision, dissimulé sous un marécage que des mains ordinaires n'étaient jamais censées découvrir. Pour la première fois depuis que les frères Lagina avaient foulé le sol d'Oak Island des décennies auparavant, le trésor n'avait plus rien de mythique. C'était tangible, traceable, réel, sans un mot. Marty s'approcha de la table à cartes et superposa une feuille transparente au scan. Rick se pencha en avant tandis que des lignes dessinaient des cercles, des arcs et des angles. Astronomique, non-structurel. Il tapota le centre, et le rendu numérique se modifia, mettant en évidence le champ d'étoiles tel qu'il apparaissait en 1347. Instantanément, les coordonnées du marais qu'il venait d'explorer s'alignèrent avec un axe invisible s'étendant vers le nord. En faisant pivoter la projection, il plaça Polaris exactement au-dessus du centre du marais. Les coordonnées n'étaient pas aléatoires. Elles reflétaient l'étoile polaire avec une précision mathématique absolue. Marty expliqua que les premiers caveaux templiers n'étaient pas dissimulés uniquement par des repères de surface. Les entrées, les tunnels et les chambres secondaires étaient codés selon la géométrie céleste. Sans l'année stellaire correcte, les explorateurs cherchaient toujours au mauvais endroit. Il superposa une chronologie, décalant la rotation du ciel à travers les siècles. Rick observa l'alignement se déplacer lentement, la trajectoire des étoiles s'éloignant des coordonnées du marais. Marty expliqua que toutes les fouilles sur cette île avaient utilisé des cartes stellaires modernes et non les anciennes. Ils étaient tous des alignés de quelques mètres seulement, un écart suffisant pour condamner chaque tentative, faire passer chaque effondrement de tunnel pour un coup du sort, chaque déclenchement d'inondation pour un acte aléatoire. Lorsqu'il revint à l'alignement des années 1300, la trajectoire des étoiles se verrouilla parfaitement, formant une géométrie triangulaire pointant vers un seul sommet, l'endroit précis où se trouvait Marty.
Rick ne tenta même pas de dire un mot. La révélation le frappa comme un raz de marée. Son frère avait anéanti des siècles d'interprétations erronées, des milliers d'heures de labeur, des fortunes colossales et le désespoir d'innombrables chasseurs de trésors en une seule nuit. Le cart, le marais, le coffre-fort, rien n'avait changé, mais le regard que l'histoire portait sur eux, Louis, avait radicalement changé. Avant même que l'équipe ait pu assimiler l'information, elle se rendit dans le marais, munie des nouvelles coordonnées. La première sonde émergea et s'enfonça dans une vase plus épaisse que d'habitude, presque résistante. À mesure qu'elle s'enfonçait, des bulles remontaient lentement, délibérément, comme si le marais lui-même exhalait. Ce n'était pas comme de la boue et de l'eau ordinaire, ça réagissait comme quelque chose de scellé. Marty, accroupi au bord, observait les motifs des bulles. « On dirait que la pression s'équilibre, » dit-il. C'était comme si nous venions de percer une chambre restée scellée pendant des siècles. Les bulles n'étaient pas aléatoires. Elles pulsaient comme si un espace clos en dessous libérait de l'air emprisonné. Marty ne broncha pas. Il se contenta de le constater, ajoutant que c'était exactement ce à quoi il s'attendait. Les ingénieurs templiers, expliqua-t-il, étaient passés maîtres dans l'art de la tromperie hydraulique. Ils avaient conçu des couches marécageuses pour dissimuler les entrées des chambres fortes, utilisant la pression de l'eau pour les sceller et les préserver. La réaction n'était pas un avertissement, mais une confirmation. Lorsque le gaz se dissipa, une légère odeur s'éleva. Rick l'a aperçu le premier. Du bois ancien, brut, ligneux, non pas pourri, mais préservé, de celui qui se forme uniquement lorsque de vieux bois de charpente sont privés d'oxygène pendant des siècles. Il a échangé un regard avec Marty. Tous deux ressentirent le même choc. Il ne faisait pas que sonder la boue. Il touchait à l'environnement du bâtisseur originel. Plus la sonde s'enfonçait, plus les choses devenaient claires. Les couches de sédiments laissaient place à une matière plus dure, peut-être des murs de soutènement en argile ou des poutres de plafond effondrées. La tension superficielle du marais se modifiait, formant de subtiles ondulations aux motifs géométriques. Il eut l'impression que le marais n'en était pas un, mais un camouflage dissimulant un système architectural. Marty observa les relevés se stabiliser, son expression se durcissante. Tout ce qu'il avait prédit d'après l'alignement céleste correspondait à la réalité sur le terrain. La géométrie des étoiles dictait leur emplacement, le génie des marais le dissimulait et la dynamique des pressions le préservait. Et maintenant, les trois réagissaient simultanément. Il recula et ouvrit une nouvelle fenêtre sur sa tablette. Données de perturbations sismiques issues des derniers sondages profonds. Habituellement, ces analyses étaient chaotiques et désordonnées en raison de la fracturation géologique de l'île. Mais grâce au nouvel alignement, les données se sont organisées d'elles-mêmes. Non pas dans une seule chambre, mais dans un réseau plus vaste et ramifié. Marty ajusta les filtres, éliminant les bruits des basses fréquences, et lentement une longue perturbation en pente apparut sous la chambre qu'ils avaient déjà repérée. Rick se pencha, le souffle court. Ce n'était ni une poche ni une cavité aléatoire. C'était linéaire, artificial, régulier. Marty l'a isolé en superposant des mesures d'angle. La pente correspondait presque parfaitement à celle des bunkers des forts portugais médiévaux. Il expliqua que ces bunkers comportaient souvent des tunnels obliques à double fonction. Entrepôts pour objets de valeur et voies d'évacuation d'urgence pour les gardes. Rick avait aperçu au fil des ans des centaines de signaux ressemblant à des tunnels qui s'étaient révélés être de simples illusions. Des fissures limoneuses, des chenaux d'eau, mais pas celui-ci. Celui-ci portait une signature sonore particulière. Trope lisse, trope rythmé. Un tunnel. L'équipe observa tandis qu'il creusait le tunnel plus profondément dans la terre. Il ne s'arrêtait pas là où les cavités ordinaires disparaissaient généralement. Au contraire, il se courbait doucement, épousant la géométrie exacte dictée par l'alignement de Polaris. Puis vint le moment qui fit frissonner tout le monde. À une douzaine de mètres de la chambre principale, un écho secondaire apparut, un vide rectangulaire au contour qui renvoyait un signal plus net que le bois ou l'argile. Pierre, Marty a gelé la vidéo. Ce n'étaient ni des briques effondrées ni des gravats. Les angles étaient nets, précis. Il zooma au maximum, et le contour devint indubitable. Une porte de pierre, intacte, préservée des siècles d'infiltration de l'eau. Rick sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait rêvé des tunnels d'Oak Island toute sa vie, mais aucun n'avait jamais été prouvé. Aucun n'avait offert une certitude structurelle comme celle-ci. « C'est le tunnel le plus net qu'on ait jamais vu », murmura-t-il, à peine convaincu. Marty ne protesta pas. Les preuves étaient trop évidentes. Il s'approcha de la carte projetée, la voix posée.
Ce système n'a pas été conçu uniquement pour dissimuler un trésor, dit-il. Il a été pensé pour protéger les personnes ou permettre leur fuite en cas de compromission du coffre. Un ouvrage d'ingénierie à double usage, rare et complexe, presque jamais retrouvé intact après 7 siècles d'intempéries, d'inondations et d'interventions humaines. Et pourtant, il était là, conservant sa forme sous le marais, gardant toujours ce qu'il recelait, le tunnel entièrement cartographié et l'alignement des étoiles confirmé. Marty ordonna à l'équipe de procéder à un levé sismique plus profond le long du corridor. À mesure que la sonde avançait, les échos se précisaient, révélant un amas de relevés au fond de la chambre voûtée. Une anomalie si dense que le logiciel a brièvement rallumé avant de se stabiliser. Ce n'était pas l'écho granuleux du bois. Ce n'était pas la surface lisse et uniforme de la pierre. C'était irrégulier, stratifié, lourd, métallique, mais pas un objet unique. Marty zooma tandis que la carte de densité virait au rouge et au noir, signe révélateur d'une masse extrêmement élevée. Le signal formait des contours superposés, comme des plaques pressées l'une contre l'autre ou des barres affaissées sous des siècles de pression. Rick se pencha par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Il avait déjà observé ce schéma de fréquence lors d'études archéologiques sur des hordes européennes, dans des caveaux espagnols où des lingots d'or, des calices et des reliques cérémonielles s'étaient fusionnés sous terre au fil des siècles. La signature correspondait presque parfaitement. Marty a élargi le champ de masse et effectué un calcul de poids. Le logiciel a traité la densité, le volume, la profondeur et la résistance. Quand le chiffre s'afficha, il inspira brusquement. Un peu moins de 4 livres. Rick cligne des yeux, abasourdi. 4 livres de matériaux métalliques enfouis dans une chambre conçue pour une stabilité optimale, protégée par un alignement stellaire et scellée sous un marais à pression contrôlée. Marty a recalibré, puis vérifié à nouveau. Le chiffre est resté inchangé. Seuls des artefacts métalliques empilés ou un important trésor d'or pourraient produire une signature aussi intense. À la valeur actuelle, même une fraction de ce poids pourrait dépasser les 300 millions de dollars. Et si ces objets n'étaient pas de simples lingots, mais des reliquaires templiers richement ornés ou des trésors cérémoniels, leur valeur réelle pourrait être bien supérieure. Cette chambre ne dissimulait pas seulement une richesse, elle dissimulait des intentions. Rick recula, incapable d'accepter cette réalité accablante. Pendant des décennies, il avait creusé, tamassé, scruté, élaboré des théories et prié pour être à portée de main de la preuve. Pourtant, malgré tous ses efforts, le marais, cet endroit qu'ils avaient étudié, asséché, questionné, écarté et revisité, leur avait toujours gardé son secret. Il se souvenait de ses débuts sur l'île lorsqu'il croyait encore que le trésor pouvait communiquer de façon mystique. Leur père avait dit un jour que ce n'était pas simplement caché. Cela attendait d'être trouvé par la bonne personne. Un observant Marty, penché sur le scanner, aligné cartes stellaires et lignes sismiques avec la certitude tranquille de quelqu'un qui déchiffre un code. Rick réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais osé envisager. Peut-être que l'île attendait son frère depuis le début. Chaque fausse piste, chaque fouille infructueuse, chaque effondrement avait repoussé les recherches, les éloignant du puits sans fond et les ramenant à cet instant précis. Pour la première fois, Rick ne voyait aucune île qui leur résistait. Il voyait une île réagir à la bonne intention. Marty recoupa la masse avec la pente du tunnel, affinant ses calculs. Les données réagirent comme si un mécanisme s'était déverrouillé. La bonne séquence s'est enfin enclenchée. Le poids des décennies pesait si lourd sur les épaules de Rick qu'il dut s'appuyer contre la table de l'équipement. Il fixa Marty, la voix à peine audible. « Tu as peut-être trouvé la solution du mystère de l'île. » Marty ne répondit pas. Il était déjà en train de consulter les superpositions de données structurales des 200 dernières années de théorie des fouilles, les schémas du puits au trésor, les tunnels d'inondation, les effondrements de soutènement et les légendaires couches de tronc. Il les a analysés numériquement un par un, puis les a superposés aux nouvelles numérisations du marais. Ce qui en est ressorti n'était pas une contradiction, mais une correction. Pendant des générations, les chasseurs de trésors ont cru que le puits au trésor était l'épicentre. Mais Marty a mis en lumière une multitude d'incohérences. Les contradictions dans les récits anciens, l'impossibilité de certains exploits d'ingénierie attribués aux bâtisseurs, et le fait qu'aucun ingénieur médiéval n'aurait conçu une entrée verticale pour un entrepôt d'une valeur inestimable. Le puits à argent n'était pas un coffre-fort. Il n'était même pas conçu pour contenir quoi que ce soit. C'était un appât. Il a présenté des preuves démontrant que la construction de la fosse reprenait les stratégies de diversion connues des Templiers.
de faux puits destinés à s'effondrer, à être inondés ou à tromper les intrus. Le but n'était pas de cacher le trésor sous terre, mais de détourner l'attention du véritable coffre-fort, situé latéralement et accessible par la chambre cachée du marais. Les fameux tunnels inondés, qui avaient déconcerté les chasseurs de trésors pendant des siècles, prirent un soudain tout leur sens. Leur existence n'était pas fortuite. Il s'agissait d'alarmes, de pièges hydrauliques conçus pour s'activer en cas de variation de pression près du puits au trésor, garantissant ainsi la noyade de quiconque s'y aventurait bien avant d'atteindre la véritable chambre forte. Rick expira bruyamment, la vérité lui apparaissant soudainement. Chaque prouesse technique, chaque effondrement, chaque revers exaspérant, ce n'étaient pas des échecs. Il s'agissait de protection délibérée, conçue par une culture réputée pour dissimuler ses secrets derrière des couches de confusion intentionnelle. L'île n'était pas un casse-tête chaotique, mais une stratégie brillamment orchestrée. Marty a souligné comment, dès les premières recherches au 18e siècle, des fouilles au mauvais endroit avaient déclenché par inadvertance les défenses de l'île. Dès lors, chaque explorateur s'était appuyé sur la même hypothèse erronée. La fosse était le cœur de l'île. Mais à présent, grâce à la géométrie céleste, la cartographie sismique et le décryptage des structures, la vérité était devenue d'une évidence presque douloureuse. La chambre forte n'a jamais été située sous le gouffre. Il a toujours été prévu d'y accéder latéralement, par la chambre marécageuse alignée sur les étoiles, en descendant le tunnel en pente, jusqu'à la chambre forte à la porte de pierre, où la masse métallique attendait intacte. La carte se transforme devant eux, non pas un chaos de théories contradictoires, mais un dessin unique et cohérent. Une séquence délibérée d'alignement, de dissimulation et de préservation, orchestrée par des individus qui anticipaient l'arrivée d'intrus des siècles à l'avance. La chambre, le tunnel, la porte de pierre, le trésor métallique. Il ne s'agissait pas de fragments d'indices sans lien apparent. Elles étaient le fruit d'un plan architectural unifié, exécuté avec précision, dissimulé intentionnellement. L'histoire de l'île bascula en un instant. Ce n'était plus un paysage de confusion et de spéculation. C'était l'exécution d'une stratégie de grande envergure que Marty Lagina venait de décrypter pièce par pièce. Convaincu que le modèle numérique correspondait parfaitement au relevé topographique, Marty mena l'équipe vers le marais, scrutant les alentours à la recherche du moindre indice confirmant la réalité de la carte. Au fur et à mesure de leur progression, une fine couche de vase se détacha sous son gant, révélant un triangle de pierre au contour net. Ses contours étaient d'une perfection surnaturelle, sa symétrie trop précise pour être fortuite. Rick faillit s'effondrer à genoux. La forme était indubitable. Le même langage géométrique que la croix de Nolan. Le même vocabulaire mathématique gravé dans la roche d'Oak Island. Seul ce triangle était pointu, comme une flèche dirigée droit vers l'anomalie détectée par Marty. Une borne qui avait attendu des siècles que quelqu'un puisse la déchiffrer. Rick traça l'angle avec un niveau laser et le faisceau traversa le marais jusqu'aux coordonnées exactes calculées par Marty. L'alignement correspondait à la trajectoire céleste de 1347 qu'il avait cartographiée, là où se trouvait l'étoile polaire durant les dernières années de la dispersion des Templiers. Leur souffle se coupa, non par coïncidence, mais parce que ce n'en était pas une. La géométrie, la trajectoire des étoiles, la précision digne de l'époque templière, tout s'accordait avec une clarté presque scénarisée. Rick murmura que c'était le repère sur lequel toutes les équipes de recherche précédentes étaient passées sans en saisir l'importance. À présent révélé et indéniable, le lien entre la carte, le terrain et le coffre était établi. Une confirmation tangible de tout ce que Marty venait de décrypter. Le treuil grinça tandis que la sonde descendait dans l'étroite ouverture que Marty avait triangulée. Pour la première fois de la saison, personne ne parla, pas même Jack. La tâche de métal s'enfonça dans la tourbe molle, puis le limon, puis l'argile épaisse, puis un bruit sourd, un son creux et structuré. Le claquement caractéristique du bois travaillé. Le pouls de Marty s'accéléra. Il a dépoussiéré l'écran et identifié le bois grâce à sa densité caractéristique. Du chêne médiéval, gorgé d'eau, lourd et résistant, le même matériau que celui retrouvé dans les coffres de stockage des Templiers. Ils descendirent une seconde sonde, et cette fois, le son était différent. Un tintement métallique sec remontait le long du câble comme un murmure venu d'en bas. Tout le monde se figea. Ce n'étaient pas des débris divers. Ce n'était pas une pierre. C'était un objet forgé, un objet précieux. Il a marqué la profondeur, 27,44 pieds. Exactement le chiffre prédit par son modèle, plusieurs jours avant même le début des relevés. Rick le fixa, incapable de dissimuler le tremblement de ses mains.
Il ne tâtonnait plus. Il suivait des instructions écrites 7 siècles auparavant par des gens qui s'attendaient à ce que ce caveau soit découvert longtemps après leur disparition. Au fur et à mesure que Marty effectuait les derniers calculs, les données convergeaient vers une vérité unique et incontestable. Les mesures de masse correspondaient à celles d'un métal non ferreux de haute densité. Les formes révélaient des agrégats rectangulaires empilés. Les valeurs de résonance étaient identiques aux signatures des lingots d'or testés. Le revêtement en pierre du coffre-fort semblait intact. Rien n'avait bougé. Rien ne s'était effondré. Rien n'avait fui. L'ouvrage était parfaitement étanche, tel qu'il avait été construit. Il se tourna vers l'équipe et l'annonça clairement, sans hésitation ni emphase. Il s'agit du coffre au trésor le plus prometteur jamais identifié sur l'île Oak. Le visage de Rick se décomposa. Non pas par peur, mais par admiration. Des décennies de recherche, des décennies d'impasse, des décennies de souffrance et de persévérance. Et maintenant, son frère lui avait donné ce qui ressemblait le plus à une réponse, la plus proche qu'on ait jamais eue. Il s'avança tandis que Marty plantait un simple drapeau rouge dans la boue. Pas de cérémonie, pas de discours, juste une borne au-dessus des coordonnées que son système avait vérifiées, sans l'ombre d'un doute. Le soleil, bas sur le marais, projetait de longs reflets dorés sur l'eau, comme si l'île elle-même reconnaissait ce qui venait de se produire. 3 siècles de légendes, de guerre, de sacrifices et d'obsessions, tous convergeant vers un point unique que Marty Lagina avait enfin mis en lumière. L'endroit où l'histoire pourrait s'achever, ou celui où le plus grand chapitre allait commencer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres aventures palpitantes. Votre soutien nous permet de donner vie à l'histoire et au mystère.